Il y a des principes comme la liberté d'expression, la liberté de la presse par exemple, et des endroits dans le monde où ces principes-là sont plus difficiles à appliquer, où la sécurité de celles et ceux qui prennent la parole est une chose vraiment très fragile. On va parler du Liban au cours des prochaines minutes. Entre autres, vous vous souviendrez de l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri en 2005, un attentat à Beyrouth. Période extrêmement trouble de l'histoire de ce pays. Et quelques mois plus tard à peine, c'était au tour de la journaliste et présentatrice May Chidiac d'être elle aussi victime d'un attentat à la voiture piégée. Elle a survécu à cet événement, en porte les séquelles aujourd'hui, une réhabilitation longue et difficile, mais elle continue de prendre la parole. On lui avait attribué le titre de journaliste de l'année de l'UNESCO en 2006, si ma mémoire est bonne, mais elle continue de faire son métier et surtout de parler de la nécessité d'un retour à la normalité dans son pays. Mais Chidiac est dans notre studio montréalais. Bonsoir madame. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir. Oui, je porte les stigmates, mais de la belle façon de ce qui m'est arrivé, parce que j'ai perdu la moitié de mon corps, malheureusement. Mais pas la foi ni la volonté de continuer de parler. Ça, c'est une des choses qui fascine un peu, parce que on aurait compris que vous ayez choisi le silence après avoir été attaqué de telle façon. Or, pas du tout. Non, pas du tout. Je crois que si je m'étais tue, ça aurait été d'une façon ou d'une autre sacrifier mes sacrifices. Et les sacrifices de tous les Libanais qui croient en un pays souverain et indépendant. Alors c'est pour ça, j'ai considéré que j'étais toujours la voix. Si j'étais toujours là, c'est parce que je devais être la voix de ceux qui ne sont plus. Et autant défendre la cause pour laquelle nous avons tous souffert autant. Et cette cause-là, c'est celle de l'indépendance du pays, vous le dites. Tout à fait. La souveraineté, la liberté d'expression, le fait de vivre dans un État où il n'y a pas d'ingérence externe, où les Libanais pourront vivre avec un régime démocratique, où tout le monde pourra comprendre que sa liberté se termine là où commence la liberté des autres. Cette ingérence que vous évoquez, elle était syrienne, bien sûr. À l'époque, le pays était officiellement occupé, là, littéralement. Il y avait 35 000 soldats syriens. Oui, il y avait des troupes syriennes qui occupaient. Et tout le reste. Oui, les militaires sont sortis, les services secrets sont restés toujours sur place d'une façon ou d'une autre. Comme on dit à la libanaise, ils sont sortis par la porte et essayaient de revenir par la fenêtre. Ce qui a changé, par contre, c'est que les Libanais, une bonne partie d'entre eux, en tout cas, se sont vraiment révoltés contre cette présence-là. Ils l'ont chassé, cette présence. Vous savez, syrienne. au Liban, la population ne compte pas plus de 4 millions de Libanais. Le 14 mars 2005, il y a plus d'1 million, une affaire d'1,3 million Libanais qui sont descendus dans la rue pour dire Syria out, que l'impunité ne pouvait plus continuer à régner dans ce pays, parce que c'était, rappelons-le, c'était venu suite à l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri et ses compagnons le 14 février 2005. Alors, chaque lundi, je me rappelle, c'était un lundi, chaque lundi, il y avait des manifestations qui se formaient d'une façon spontanée. Et croissaient aussi. Exactement, jusqu'au moment où le 14 mars, alors c'était des milliers de gens déferlés dans la rue, et si on dit 1,5 million de Libanais, ça veut dire à peu près la moitié de la population libanaise qui y en avait ras-le-bol et qui avait dit enough is enough. Et un long processus qui n'est pas terminé d'ailleurs a commencé, pour identifier les responsables de cet attentat qui a décapité la nation, d'une part, et ensuite un processus pour identifier les responsables, puis ce qui amènerait éventuellement une normalisation de la vie politique à l'intérieur du pays, parce que même une fois les Syriens dehors, tout n'est pas réglé pour autant. Nous sommes encore dans cette démarche-là. Il y a notamment le travail des internationaux pour essayer de trouver, enfin, pas juste apparence de justice. Il y a le tribunal spécial pour le Liban qui a été formé et qui est présidé actuellement. Le procureur général est un Canadien, c'est Monsieur Belmar. Alors, nous avons confiance en le tribunal international, parce que finalement, il doit y avoir justice.
et autant que ce soit une justice internationale prônée par les États-Unis et par les Nations Unies, excusez-moi. Oui. Et parce qu'il y a une enquête qui se fait, qui va à bon escient jusqu'à nouvel ordre. Et puis il y a le cas du Premier ministre Rafik Hariri et tous les autres cas où on prouve qu'il y a un lien avec l'assassinat du Premier ministre Hariri, entre autres le mien, mon cas. Et dernièrement, on a dit que même les autres cas, parce qu'il y avait 14 cas au départ, et même parce que c'était défini entre la période octobre 2004 et décembre 2005, mais ils ont ajouté dernièrement 3 autres cas d'assassinat et une tentative d'assassinat parce qu'on avait trouvé un lien avec l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri. Ce qui fait que la justice internationale, si elle est faite, si on prouve qui était derrière tous ces crimes, la logique de l'impunité ne pourra plus régner parce que depuis l'ère des temps au Liban, on assassine et puis on considère que 3 jours après, les gens oublient. Et de nouveau, c'est la même mise on finit par, si vous voulez, contrôler le pays avec la peur. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce qui a été évoqué de plus en plus fréquemment, Madame Chidiac. Au départ, tous les regards se tournaient vers la Syrie en disant ce sont eux les responsables. Et puis là, tout à coup, une sorte de glissement et on dit c'est peut-être le Hezbollah qui en est en grande partie responsable. Autrement dit, on dépolitise le débat avec le voisin pour peut-être essayer de régler des choses à l'intérieur du pays. Quelle est votre lecture de ce qui se passe là? À mon avis, tous ceux qui disent que c'est la Syrie ou c'est Hezbollah, tout simplement l'un des deux, ou ça veut dire que on est en train de raconter des racontards, parce que jusqu'à maintenant rien n'a été révélé concernant l'acte d'accusation qui sera issu du tribunal international. Alors, ce ne sont que des suppositions. Et puis, ceux qui ont infiltré ces informations, ça a commencé à Der Spiegel, ensuite ça a été rapporté par Le Monde, c'est des oui-dire, mais sans pour autant avoir vraiment la conviction que c'est vraiment ce que va contenir cet acte d'accusation. Donc, soyons patients. À mon patients. avis, ils sont tous impliqués. Depuis toujours, j'ai dit, c'est ma propre conviction et peut-être les politiciens préfèrent arrondir les angles, mais en ce qui me concerne, c'est des ordres syriens avec l'aval et l'aide du Hezbollah et peut-être dans beaucoup de cas, il y a beaucoup d'autres éléments qui ont exécuté. C'est-à-dire dans chacun des cas, on a eu recours à une méthode différente. Alors, mais c'est tout ce groupe-là qui voulait changer l'image du Liban et qui ne voulait pas le Liban que nous avions dessiné dans notre imagination, ce Liban qui sera un beau jour libre au vrai sens du mot. Donc vous mettez beaucoup de confiance et de foi dans cet exercice-là, qui pourrait être salvateur pour l'avenir du pays. On n'a pas le choix. Il faut croire en quelque chose. Si on dit tout ce qui réglemente la situation partout au monde est bafoué, ça veut dire il n'y a plus de normes internationales. Et puisque c'est les Nations Unies qui ont décidé la formation de ce tribunal spécial pour le Liban, ça veut dire que ça doit respecter les règles scientifiques et juridiques et ça doit être mené d'une façon professionnelle pour aboutir au bon résultat. S'il n'y a pas d'épreuves tangibles, personne ne voudra accuser quelqu'un qui ne soit pas vraiment responsable. Mais Chidiac a raconté sa vie et celle de son pays dans un ouvrage publié en 2007, intitulé « Le ciel m'attendra ». C'est une lecture absolument fascinante, vous allez voir. Et moi, je suis très heureux que vous ayez pu passer par notre studio. Mais Chidiac, c'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Au revoir. Il y a des principes comme la liberté d'expression, la liberté de la presse par exemple, et des endroits dans le monde où ces principes-là sont plus difficiles à appliquer, où la sécurité de celles et ceux qui prennent la parole est une chose vraiment très fragile. On va parler du Liban au cours des prochaines minutes. Entre autres, vous vous souviendrez de l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri en 2005, un attentat à Beyrouth. Période extrêmement trouble de l'histoire de ce pays. Et quelques mois plus tard à peine, c'était au tour de la journaliste et présentatrice May Chidiac d'être elle aussi victime d'un attentat à la voiture piégée.
Elle a survécu à cet événement, en porte les séquelles aujourd'hui, une réhabilitation longue et difficile, mais elle continue de prendre la parole. On lui avait attribué le titre de journaliste de l'année de l'UNESCO en 2006, si ma mémoire est bonne, mais elle continue de faire son métier et surtout de parler de la nécessité d'un retour à la normalité dans son pays. Méchi Diack est dans notre studio montréalais. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir. Oui, je porte les stigmates, mais de la belle façon, de ce qui m'est arrivé, parce que j'ai perdu la moitié de mon corps, malheureusement. Mais pas la foi ni la volonté de continuer de parler. Ça, c'est une des choses qui fascine un peu, parce qu'on aurait compris que vous ayez choisi le silence après avoir été attaqué de telle façon. Or, pas du tout. Non, pas du tout. Je crois que si je m'étais tue, ça aurait été d'une façon ou d'une autre sacrifier mes sacrifices. Et les sacrifices de tous les Libanais qui croient en un pays souverain et indépendant. Alors c'est pour ça j'ai considéré que j'étais toujours la voix. Si j'étais toujours là, c'est parce que je devais être la voix de ceux qui ne sont plus. Et autant défendre la cause pour laquelle nous avons tous souffert autant. Et cette cause-là, c'est celle de l'indépendance du pays, vous le dites? Tout à fait. La souveraineté, la liberté d'expression, le fait de vivre dans un État où il n'y a pas d'ingérence externe, où les Libanais pourront vivre avec un régime démocratique, où tout le monde pourra comprendre que sa liberté se termine là où commence la liberté des autres. Cette ingérence que vous évoquez, elle était syrienne, bien sûr. À l'époque, le pays était officiellement occupé, là, littéralement. Il y avait 35 000 soldats syriens. Oui, il y avait les troupes syriennes qui occupaient. Et tout le reste. Oui, les militaires sont sortis, les services secrets sont restés toujours sur place d'une façon ou d'une autre. Comme on dit à la libanaise, ils sont sortis par la porte et essayé de revenir par la fenêtre. Ce qui a changé, par contre, c'est que les Libanais, une bonne partie d'entre eux, en tout cas, se sont vraiment révoltés contre cette présence-là. Ils l'ont chassé, cette présence. Vous savez, syrienne. au Liban, la population ne compte pas plus de 4 millions de Libanais. Le 14 mars 2005, il y a plus d'1 million, une affaire d'1,3 million Libanais qui sont descendus dans la rue pour dire Syria out, que l'impunité ne pouvait plus continuer à régner dans ce pays, parce que c'était, rappelons-le, c'était venu suite à l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri et ses compagnons le 14 février 2005. Alors, chaque lundi, je me rappelle, c'était un lundi, chaque lundi, il y avait des manifestations qui se formaient d'une façon spontanée. Et croissaient aussi. Exactement, jusqu'au moment où le 14 mars, alors c'était des milliers de gens déferlés dans la rue, et si on dit 1,5 million de Libanais, ça veut dire à peu près la moitié de la population libanaise qui y en avait ras-le-bol et qui avait dit enough is enough. Et un long processus qui n'est pas terminé d'ailleurs a commencé, pour identifier les responsables de cet attentat qui a décapité la nation, d'une part, et ensuite un processus pour identifier les responsables, puis ce qui amènerait éventuellement une normalisation de la vie politique à l'intérieur du pays, parce que même une fois les Syriens dehors, tout n'est pas réglé pour autant. Nous sommes encore dans cette démarche-là. Il y a notamment le travail des internationaux pour essayer de trouver, enfin, pas juste apparence de justice. Il y a le tribunal spécial pour le Liban qui a été formé et qui est présidé actuellement. Le procureur général est un Canadien, c'est Monsieur Belmar. Alors, nous avons confiance en le tribunal international parce que finalement, il doit y avoir justice. Et autant que ce soit une justice internationale prônée par les États-Unis et par les Nations Unies, excusez-moi, et parce qu'il y a une enquête qui se fait qui va à bon escient jusqu'à nouvel ordre, et puis il y a le cas du Premier ministre Rafik Hariri et tous les autres cas qui où on prouve qu'il y a un lien avec l'assassinat du Premier ministre Hariri, entre autres le mien, mon cas, et dernièrement on a dit que même les autres cas, parce qu'il y avait 14 cas au départ, et même parce que c'était défini entre la période octobre 2004 et décembre 2005, mais ils ont ajouté dernièrement 3 autres cas d'assassinat et une tentative d'assassinat parce qu'on avait trouvé un lien avec l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri. Ce qui fait que la justice internationale, si elle est faite, si on prouve qui était derrière tous ces crimes,
la logique de l'impunité ne pourra plus régner parce que depuis l'ère des temps au Liban, on assassine et puis on considère que 3 jours après, les gens oublient. Et de nouveau, c'est la même mise on finit par, si vous voulez, contrôler le pays avec la peur. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce qui a été évoqué de plus en plus fréquemment, Madame Chidiac. Au départ, tous les regards se tournaient vers la Syrie en disant ce sont eux les responsables. Et puis là, tout à coup, une sorte de glissement et on dit c'est peut-être le Hezbollah qui en est en grande partie responsable. Autrement dit, on dépolitise le débat avec le voisin pour peut-être essayer de régler des choses à l'intérieur du pays. Quelle est votre lecture de ce qui se passe là? À mon avis, tous ceux qui disent que c'est la Syrie ou c'est Hezbollah, tout simplement l'un des deux, ou ça veut dire que on est en train de raconter des racontards, parce que jusqu'à maintenant rien n'a été révélé concernant l'acte d'accusation qui sera issu du tribunal international. Alors, ce ne sont que des suppositions. Et puis, ceux qui ont infiltré ces informations, ça a commencé à Der Spiegel, ensuite ça a été rapporté par Le Monde, c'est des oui-dire, mais sans pour autant avoir vraiment la conviction que c'est vraiment ce que va contenir cet acte d'accusation. Donc, soyons patients. À mon patients. avis, ils sont tous impliqués. Depuis toujours, j'ai dit, c'est ma propre conviction et peut-être les politiciens préfèrent arrondir les angles, mais en ce qui me concerne, c'est des ordres syriens avec l'aval et l'aide du Hezbollah et peut-être dans beaucoup de cas, il y a beaucoup d'autres éléments qui ont exécuté. C'est-à-dire dans chacun des cas, on a eu recours à une méthode différente. Alors, mais c'est tout ce groupe-là qui voulait changer l'image du Liban et qui ne voulait pas le Liban que nous avions dessiné dans notre imagination, ce Liban qui sera un beau jour libre au vrai sens du mot. Donc vous mettez beaucoup de confiance et de foi dans cet exercice-là, qui pourrait être salvateur pour l'avenir du pays. On n'a pas le choix. Il faut croire en quelque chose. Si on dit tout ce qui réglemente la situation partout au monde est bafoué, ça veut dire il n'y a plus de normes internationales. Et puisque c'est les Nations Unies qui ont décidé la formation de ce tribunal spécial pour le Liban, ça veut dire que ça doit respecter les règles scientifiques et juridiques et ça doit être mené d'une façon professionnelle pour aboutir au bon résultat. S'il n'y a pas d'épreuves tangibles, personne ne voudra accuser quelqu'un qui ne soit pas vraiment responsable. Mais Chidiac a raconté sa vie et celle de son pays dans un ouvrage publié en 2007, intitulé Le ciel m'attendra. C'est une lecture absolument fascinante, vous allez voir. Et moi, je suis très heureux que vous ayez pu passer par notre studio. Mais Chidiac, c'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Au revoir.